Bonjour, Vincent Micolo d'Axial. Donc, je vais vous présenter le point de vue de l'entreprise sur ces recommandations. Axial, nous, on est une entreprise espagnole basée à Valence. Donc, on fait l'ingénierie de dimensionnement des fondations et des superstructures. On fait aussi la fabrication des structures et puis on installe parfois sur les projets. Et donc, dans le cadre du dimensionnement des fondations, on réalise aussi les fameux pull-out tests, les essais à la rupture. Donc, nous, on est présent sur le marché français depuis environ 10 ans. On a travaillé avec les principaux acteurs du marché, que ce soit les maîtres d'ouvrage, les bureaux de contrôle, les géotechniciens. Au cours de ces 10 ans, on a vu une réelle évolution des critères de validation. Il y a 10 ans, les essais, c'était un palier de charge et le critère, c'était le critère interne de l'entreprise. Et peu à peu, avec la présence sur tous les projets des bureaux de contrôle et généralement aussi des géotechniciens, on a vu cette évolution des critères. Par contre, jusqu'ici, il n'y avait pas de critères communs. Les critères de validation dépendaient changer suivant le maître d'ouvrage, suivant le bureau de contrôle, suivant le géotechnicien, suivant l'entreprise également. Donc on avait un vrai flou là-dessus. On avait aussi l'information géotechnique à notre disposition qui était très variable. On a parfois des rapports très complets, parfois des rapports où il y a peu d'essais et où on a très peu d'informations. Donc tout ça, pour nous, ça a créé une insécurité, du coup, qui est répercutée sur le projet. Du coup, quand on nous a proposé de participer à la rédaction des recommandations, on a tout de suite été emballés. On était bien conscient qu'avoir une norme, un texte commun entre tous les acteurs du projet, ça nous faciliterait la vie. Ça éviterait certaines discussions qui sont parfois longues, tendues. Donc voilà, alors les nouvelles recommandations, pour nous, ça va donc permettre de faciliter et anticiper l'organisation des essais. Donc on va savoir, à partir du guide, le nombre d'essais qu'on va devoir réaliser. On va savoir la durée des essais, donc on va pouvoir évaluer le coût et les délais nécessaires. On va pouvoir organiser en termes de machines et les techniques à prévoir, les quantités de matériel à prévoir sur site. En parallèle, on va aussi anticiper les exigences techniques des autres acteurs du projet, donc principalement les bureaux de contrôle et géotechniciens, donc aussi bien dans le protocole d'essai que dans l'analyse des résultats. Donc tout ça, ça va nous permettre de faciliter le processus de validation, que ce soit en amont, avant la réalisation des essais, ou après les essais au niveau de l'analyse des résultats. Donc clairement ça, pour nous, l'entreprise, et puis pour le maître d'ouvrage, ça permet d'avoir une meilleure maîtrise que ce soit des données techniques ou de tout ce qui est coût et délai des essais. Et enfin, en tant qu'entreprise, donc on est soumis à des appels d'offres. Donc avoir une base technique claire, ça permet d'avoir des conditions de concurrence équitables. On a parfois des projets où on est mis en concurrence avec d'autres entreprises qui n'ont pas les mêmes critères pour la réalisation des essais ou pour leur analyse. Et du coup, avoir un texte commun, ça permet de ne pas perdre de projet parce qu'une autre entreprise utilise un autre critère. Donc du coup, avec ces nouvelles recommandations, nous, on va devoir adapter nos processus dans le dimensionnement des fondations. Donc tout d'abord, on va avoir une information géotechnique plus exhaustive. Donc on va avoir systématiquement un nombre minimum d'essais, une typologie d'essais minimum. On va avoir des essais aussi d'analyse de corrosivité des sols ou d'agressivité des bétons de manière systématique. Et en plus de l'information disponible, on aura également dans le rapport géotechnique un prédimensionnement, donc avec un profilé, une profondeur et puis une enveloppe de charge. On va avoir aussi une définition des
des zones homogènes et des épaisseurs neutralisées. Donc ça va pour nous bien nous permettre de prendre en compte les paramètres d'hétérogénéité des sols du projet et de voir les paramètres de durabilité avec les effets de gel-dégel, de retrait-gonflement, d'érosion. Et en plus de ça, du coup, dans le rapport géotechnique, on aura aussi les exigences en termes de protocoles spécifiques au chantier. Donc voilà, ça va nous faciliter toute cette première étude. Donc, au niveau des essais eux-mêmes, donc du coup, par rapport aux critères que nous, on utilise jusque-là à Axial, donc on a environ une augmentation du nombre d'essais de plus 50 à plus 100%. Au niveau de la durée des essais, donc on a des paliers de charge qui sont plus longs, avec notamment des essais longs avec des paliers de 15 minutes. Donc on aura une augmentation globale de la durée de plus 100% à plus de 200% par rapport à nos critères. Et du coup, donc, augmentation du nombre d'essais, augmentation des durées. Donc on aura une augmentation des coûts des essais à la rupture de l'ordre de plus 50 à plus 150%. Donc un vrai impact en termes de durée et de coût. D'un point de vue plus technique, donc du coup par rapport aux critères que nous on utilise à Axial, donc en termes d'efforts axiaux, on a des critères légèrement plus restrictifs sur les déplacements dans les nouvelles recommandations. Donc ça aura forcément un impact sur le dimensionnement final, mais essentiellement sur les projets dont les sols sont très peu résistants. Au niveau des efforts horizontaux, on a quelque chose qui est là différent de ce que nous on applique. Donc à Axial, nous on faisait des essais à l'ELU. Donc là, avec les structures en portique, les recommandations, c'est des essais à l'ELS, état limite de service. En plus de ça, il faut neutraliser les premières couches de sol. Et puis, il y a aussi un critère de déplacement qui est différent. Nous, Axial, jusque-là, on regardait un déplacement sous charge. Et là, le critère principal au niveau des efforts horizontaux, ça va être un déplacement résiduel. Il est du coup difficile de vraiment connaître l'impact que ces recommandations vont avoir sur le dimensionnement sur nos projets. Par contre, on peut penser quand même que pour les terrains les moins résistants, donc on aura une augmentation de la taille des profilés. Donc, parmi les points que j'ai listés, il y a un point qui est critique vraiment pour la vie du projet, c'est la durée de réalisation des essais. Donc, comme on a une augmentation des durées des essais, donc on en a parlé avant, un projet de 10 mégas, on en avait à peu près pour 1 ou 2 semaines d'essai. Donc maintenant, on va passer plutôt de l'ordre de 3-4 semaines à 1 mois et demi. Et puis sur des projets de 50, 100 mégas, ben là, on part sur plusieurs mois d'essai potentiellement. Donc du coup, il va falloir anticiper la réalisation des essais avec le maître d'ouvrage. Mais par contre, le fait d'avoir des critères techniques communs, donc du coup, ça laisse clair les choses et ça nous permettra de raccourcir les délais de validation avec les bureaux de contrôle et les géotechniciens, que ce soit au niveau des protocoles ou après la réalisation des essais. Donc en fait, la base commune, ça permet de mieux maîtriser le temps du projet et notamment les délais de validation. Sinon, du coup, nous aussi, on fait le dimensionnement des superstructures. Pour les structures photovoltaïques, les fondations et les superstructures sont directement reliées. Donc, avec les recommandations, donc on n'aura plus d'extrapolation possible à partir des essais. Donc, les essais de conformité doivent être réalisés avec le profilé du projet, la profondeur, le type de fondation. Donc, on aura peu de modifications possibles après la réalisation des essais de conformité. Donc, cela demande qu'en amont, on ait un calcul des superstructures qui soit précis avec la définition des charges. On devra aussi évidemment prendre en compte le prédimensionnement des géotechniciens
donc en termes de profilé et d'enveloppe de charge. Donc cela, ça aura un impact direct sur les superstructures. C'est vrai qu'on avait tendance en général à essayer de dimensionner les superstructures en trouvant une optimisation, un optimum entre le nombre de portiques et les profilés. Là, on aura une contrainte supplémentaire avec le prédimensionnement géotechnique. Donc ça devrait être géré en amont, bien avant les essais. Donc, par contre, du coup, ça permettra d'avoir des superstructures qui vont être plus réelles par rapport au contexte géotechnique. Donc au final, les recommandations, ça nous permettra à nous et puis aux maîtres d'ouvrage d'avoir une plus grande maîtrise du projet, que ce soit au niveau de l'organisation des essais, des coûts, et puis au niveau technique, que ce soit le dimensionnement final ou les temps de validation avec les différents acteurs.